L'idée de ce pitch, c'est de vous présenter un peu mon plan machiavélique pour rencontrer Leonardo DiCaprio. Et finalement, tout ça, c'est grâce au podcast. J'intègre une start-up américaine qui a levé fini par me faire virer. Et du coup, j'investis dans l'immobilier. On va du coup les convaincre de nous vendre ce château. Ils sont propriétaires depuis 400 ans. Aujourd'hui, c'est un terrain qui vaut d'euros. Dites-vous que c'est possible, qu'il faut juste justement chausser ses bottes, partir à l'aventure. Si vous êtes sur LinkedIn, vous l'avez forcément vu ces dernières semaines. Mais Jérémy a acheté un château avec ses auditeurs. Et ça, je pense que c'est pas rien. Tu vas nous dire le montant juste après. Mais juste avant, je pense qu'on peut le féliciter pour cet acte. Et que tu puisses nous raconter tout ça. Merci Jérémy, à toi de jouer. C'est parti. C'est surtout les quelques investisseurs que je vois dans la salle qu'il faut remercier. Il y en a plusieurs. Thomas, Dorine, Xavier. Ravi d'être face à vous aujourd'hui. L'idée de ce pitch, c'est de vous présenter un peu mon plan machiavélique pour rencontrer Leonardo DiCaprio, ou peut-être même devenir pote avec lui, parce que voilà, il n'y a jamais de rêve trop grand. Pour vous présenter un petit peu mon parcours, je suis un peu moins connu que Mathieu Stéphanie, donc je vais passer un peu de temps là-dessus. Moi, j'ai commencé ma vie dans le 77 en Seine-et-Marne. J'ai grandi à Ponto-Combo. Mon papa est portugais, ma mère elle est polonaise, donc j'avais pas trop de choix que d'aller un peu bosser dans le bâtiment, être lié au bâtiment à un moment. Tous mes oncles travaillent dans le BTP, etc. Donc je suis vraiment né là-dedans. C'est un peu de là que vient cette passion pour l'immobilier que j'ai développée par la suite. Et donc voilà, j'ai personne qui a fait d'études dans ma famille. Je suis le premier qui fait des études. J'ai quand même une enfance très calme. Je suis pas en train de vous faire une Anthony Bourbon, mais moi je grandis à côté de Disney. Je vais à Disney tous les week-ends. Il y avait un pass annuel à 80 € l'année à l'époque. C'était bien sympa. Et petit à petit, je me retrouve à essayer de voir ce que j'avais envie de faire dans la vie. Moi, je discute de carrière avec ma famille. Le plus haut, un peu le haut de la hiérarchie, c'était architecte. Parce que sur un chantier, le haut de la pyramide, c'est l'architecte. Donc je me dis que j'ai envie de devenir architecte. Je fais mes premiers stages là-dedans, ça me plaît pas du tout. Et là, je rencontre un cousin, parce que ma famille polonaise a essayé de fuir le communisme, et il y a une partie qui est partie au Canada. Et je rencontre un cousin, qui est en fait mon seul cousin qui a fait des études, qui a fait un MBA. Je sais pas ce que c'est un MBA, je sais pas ce que c'est une école de commerce. Mais quand je le rencontre là-bas, il est en train de construire une clinique sur un terrain dans l'Alberta. Et je trouve ça absolument fascinant. Donc là, je découvre qu'on peut faire du business. Je ne savais pas trop encore que c'était l'immobilier qui m'avait attiré sur ce moment-là. Je l'ai appris bien plus tard. Mais voilà, c'est un peu cette naissance-là où je me dis « Ok, c'est une école de commerce que je veux faire. » Je n'en avais jamais entendu parler. Salut les créateurs. Juste avant de commencer cette vidéo, sache que toute la conférence des podcasts et des thunes avait été filmée et que toute la partie privée dans laquelle les créatrices et les créateurs qui étaient conférenciers ont donné leurs meilleures méthodes, leurs meilleures techniques, ont partagé leurs chiffres et leur stratégie de monétisation sans aucun filtre. C'est vraiment une pépite, je vous le recommande. C'est le tout premier lien dans la description, c'est payant, mais on offre 50% de réduction aux 50 premiers créateurs et créatrices qui utiliseront le mot-clé laboratoire en majuscule. À plus et bonne conférence. Et je démarre en école de commerce. J'avais cette tête-là à l'époque. On voit pas grand-chose, mais j'avais une grande mèche de Justin Bieber. J'aime bien cette photo parce que derrière, il y a Xavier, qui est mon associé, qui est juste ici. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, voilà. Ça aurait été dommage de louper ça. Je me sentais pas bien en école de commerce. J'avais le sentiment de pas être habillé comme les autres, coiffé comme les autres, de pas parler comme les autres, de pas fréquenter les mêmes endroits, parce que j'arrivais à Paris. C'était un peu une première pour moi. Alors, j'arrivais pas à Paris définitivement, parce que je faisais l'aller-retour Ponto-Combo, La Défense tous les jours. Et je découvre ce monde-là. Je me souviens d'une conversation que j'ai avec un gars le premier jour qui me dit, on se demande pourquoi on veut faire cette école, etc. Et il me dit, moi, mon père, il m'a toujours dit, si tu as un bon réseau, tu t'en sortiras toujours dans la vie. Moi, je n'avais jamais entendu parler de réseau. Il me dit même cette super phrase
que je déteste un peu, qui me dit « Ouais, your network is your net worth ». Vraiment, on est dans le cliché de l'école de commerce. Moi, mon père et ma mère, ils me disaient oh, si tu galères dans la vie, ton père, il t'apprendra la plomberie, ça se passera bien. Et d'ailleurs, à cette même personne, il me dit qu'est-ce qu'il fait ton père? Il venait de me dire que son père, il travaillait dans un fonds d'investissement qui achetait d'autres fonds d'investissement. Et il me dit et toi, ton père, il fait quoi? Je dis mon père, il est plombier. Et il me dit ah non, il fait quoi ton père? Je fais non, il est vraiment plombier. Et voilà, donc j'arrive dans un monde complètement à part, complètement différent, qui petit à petit, voilà, j'arrive à prendre les codes, à grandir dans ce monde-là. J'intègre une start-up américaine qui a levé 40 millions, ça s'appelait Mealpal. C'était de la bouffe pour manger le midi, un abonnement. Et j'ai la chance qu'ils m'envoient un peu dans le monde entier pour lancer des pays. Donc là, je passe sur cette phase un peu voyage où je vais à San Francisco, à Singapour, à Milan et à Londres. Et je découvre vraiment un nouveau monde, quoi. Le monde des startups, ça me fait trop marrer, j'aime ça. Je finis par me faire virer. Au moment où je me fais virer, je me dis bon, il va falloir que je fasse un premier investissement. C'est peut-être le dernier CDI de ma vie, parce que j'avais l'intention d'entreprendre. Je ne savais pas trop encore dans quoi. Et je me dis je vais investir dans l'immobilier. Mon père qui était artisan, il avait investi avec ma mère. Ils avaient acheté quelques petits appartements qu'ils faisaient le soir, le week-end. Il faut savoir que moi, j'ai jamais vu mes parents se poser devant une série le dimanche. Ça travaillait très 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 fort. Et du coup, j'investis dans l'immobilier. J'achète un appartement que je rénove, j'en fais une colocation. Et là, c'est un vrai déclic. Il y a un truc incroyable qui se passe. Je comprends qu'on n'est pas obligé de travailler très dur pendant très longtemps pour gagner plus. On peut aussi travailler plus intelligemment, on peut aussi appuyer sur des leviers. Et ce levier de l'immobilier, il me fascine, quoi. Donc je lance cette première coloc à une époque en 2019 où l'immobilier, c'était très très chouette. On pouvait investir à 110%, donc se faire prêter plus que ce qu'il fallait pour acheter l'appartement. Et me développer ce premier revenu entre guillemets passif, ou avec 1000 € par mois de cash flow. Donc c'est vraiment ce qui arrive après les charges, après le crédit, après les impôts. J'ai 24 ans, j'ai l'impression d'être libre financièrement avec 1000 €. Je suis hyper fier de ce truc, j'adore. Je me dis ok, je vais me lancer un peu plus fort dans l'immobilier. Donc là, je me dis que je vais faire un gros projet. Je me lance dans un co-living. Donc c'est un peu comme une grande colocation qu'on a l'intention de construire cette fois-ci avec mon père, parce qu'avant il n'avait pas accepté d'investir avec moi. Il s'est dit ah non, la colocation, ils vont détruire ton appartement, ça va être que des galères. Après, quand il a vu les chiffres, il a accepté de faire un projet avec moi. Et puis c'était aussi, mon père, c'était mon avantage comparatif, c'était mon unfair advantage. D'ailleurs, je vous conseille tous, que ce soit pour de l'immobilier, pour le podcast, pour plein d'autres choses, d'aller creuser un peu sur qu'est-ce qu'est votre unfair advantage. Vous avez forcément un truc que vous pouvez aller chercher, que vous avez en plus. Dans l'immobilier, ça peut être un cousin qui est agent immobilier, un oncle qui est notaire, une vieille tante qui va bientôt décéder et peut-être qu'il faudra récupérer son immeuble ou l'aider ou l'acheter en viager pour l'aider à terminer ses derniers jours. Voilà. Il y a toujours un truc que vous pouvez trouver en immobilier et ça fait que tu peux faire un meilleur investissement immobilier que n'importe quelle autre catégorie d'invest selon moi. Enfin, j'entends peut-être plutôt la bourse et compagnie, mais en ratio rendement-risque, ça peut être très très bon si on trouve cette unfair advantage. J'enlève cette phrase qui m'angoisse. Et donc là, c'est le co-living. J'ai retrouvé les plans hier. Je me suis dit que j'allais les sortir. C'est le co-living de 28 chambres. Donc c'était 2 fois 14 chambres sur un bâtiment qu'on construisait. Moi, j'avais 25 ans. J'étais complètement fou. J'ai fait ça pendant 1 an. Et 10 banques, 9 refus. Je finis par avoir une acceptation. Et là, il y a le Covid qui arrive. Donc, on m'enlève le financement. Je négocie, j'avais signé pour le terrain. On allait l'acheter quelques jours après. Je renégocie, on divise par 2 le prix du terrain parce que c'est la fin du monde. Il accepte de diviser par 2. Donc, au lieu d'acheter, c'était un terrain qui était affiché 600 000 €. Moi, je l'avais négocié 500. Et là, pour 260 000 €, il acceptait de me le vendre. Aujourd'hui, c'est un terrain qui vaut 1 million d'euros. Voilà. Donc, il y avait cette situation complètement folle, mais ça capote, quoi. Ça capote, je passe 1 an, je perds 1 an de ma vie. Il s'avère que j'ai appris plein de trucs avec cette expérience,
mais je perds littéralement dans ma vie et je sors traumatisé de ce truc-là. Je me dis, ok, je veux maintenant un projet qui ne me demande pas 1 500 000 € d'investissement sur la table pour démarrer. Je veux pouvoir me former sur l'immobilier. Je veux pouvoir savoir un peu quelle est ma prochaine stratégie pour me lancer dans l'immobilier. J'ai pas envie d'investir de 1 500 € dans une formation IMO. Je me dis, et moi j'écoutais beaucoup de podcasts, je me suis formé avec les podcasts et YouTube pour apprendre à investir dans l'immobilier. Je me suis dit, et mon podcast préféré, qui était le podcast de Bruno Racco, il s'était arrêté il y a quelques années. Donc il avait fait 26 épisodes, il s'était arrêté. Et moi je trouvais ça trop dommage. Et je me suis dit, ok, là, je reprends un peu le flambeau de Bruno. Bruno, il ne me répond pas par message. Je me dis, pas de réponse, bonne réponse, j'y vais. Je reprends vraiment le concept un peu tel quel, à savoir, j'interviewe des investisseurs pendant 1 heure. Je les fais parler un peu de leur parcours, je les fais rentrer dans les chiffres vraiment. Combien tu as acheté, combien tu vas louer, combien tu as fait de travaux, combien tu payes en fiscal, etc. Et c'est un projet qui commence à prendre, ça marche bien. En parallèle, avec mon associé Xavier, on lance une agence de podcast. C'est un énorme kiff, on accompagne plusieurs entreprises. L'idée de base, c'était d'aider des marques à transformer de l'écrit en audio, donc des blogs en podcast. Nous, on n'a pas réussi, mais s'il y en a qui veulent se lancer, je suis encore convaincu qu'il y a un truc à faire sur le marché. Et pareil, on prend ce kiff du podcast, on le fait grandir. Et ça, c'était le début de l'agence. C'était un trépied Rode Sopalin. Donc j'ai retrouvé cette photo, j'ai trouvé très marrante. Donc on a démarré avec ça, on travaillait pour un cabinet, je crois que c'était un épisode qu'on enregistrait pour le cabinet Vogel et Vogel. C'était notre premier épisode, donc un cabinet qui fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, c'est immense. Et on enregistrait des super podcasts avec du sopalin comme ça. Et donc voilà, on prend ce kiff. Xavier lance son podcast sur l'écologie. On arrive à reproduire les mêmes croissances qu'on a sur le podcast. Aujourd'hui, ça fait un bail, ça fait à peu près 60 000 écoutes par mois. C'est une audience qui est hyper ciblée. Donc voilà, on peut rentrer un peu dans les chiffres parce que c'est le but de cette conférence. Je suis à peu près sur les mêmes CPM que Mathieu, autour de 100 € les 1000 écoutes. Donc ça permet de générer à peu près 6 000 € par mois en sponsoring. À côté, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, surtout dans l'immobilier, de l'affiliation. Donc l'affiliation, le principe de donner un code promo, un avantage pour un service qu'on aime ou un produit qu'on apprécie. Et la marque nous paye en retour. Donc là, c'est de la campagne vraiment héroïste. Typiquement, un de mes derniers sponsors, c'était Contastar, très bon cabinet comptable. Et quand tu annonces à une petite communauté, j'avais 6-7 000 followers il n'y a pas si longtemps quand j'ai fait cette story, je leur dis juste, enfin j'ai trouvé un bon comptable, parce que les 2 derniers, j'en pouvais plus. Si quelqu'un veut le numéro de Michel, ma comptable, faites-moi signe, envoyez-moi, je vous envoie son Calendly. J'ai reçu 122, j'ai envoyé le Calendly de Michel et elle a eu 122 rendez-vous dans son calendrier sur ces 6 000. Bon, moi, je prenais 100 € par client, il y a eu 100 nouveaux clients. Donc, tu fais tout de suite un joli billet en affiliation grâce à cette partie-là. Donc voilà, j'ai parlé d'affiliation, j'ai parlé de sponsoring évidemment. Il y a aussi de la co-création de contenu qu'on peut faire, on devient un peu un freelance expert. La vérité, c'est que moi, j'ai 2 colocations, je ne suis pas un grand investisseur IMO, mais par contre, j'ai tellement appris avec ces épisodes, j'ai tellement vu de stratégies, de niches différentes que cette expertise, elle a de la valeur. Et aujourd'hui, coécrire des articles avec des marques, produire des vidéos, tourner des vidéos, tout ça, ça a beaucoup de valeur, surtout quand on peut prendre c'est ce qu'on appelle le UGC, User Generated Content. Tu vas, plutôt que ça soit Studapart, qui est une plateforme de location qui est partenaire du podcast, qui disent voilà pourquoi ma plateforme elle est super, il faut que vous passiez dessus. C'est voilà, moi je suis investisseur immobilier, j'ai testé, franchement ça me coûte rien, donc c'est gratuit pour le propriétaire, il y a telle et telle assurance, c'est exceptionnel, j'ai gagné X temps depuis que je l'utilise et ça a beaucoup plus de valeur. Maintenant on arrive au sujet principal de la conférence. À côté de moi, c'est Martin. Martin, je l'ai rencontré sur mon podcast. Il était invité. Il a à peu près le même âge que moi. On a réalisé qu'on avait un peu des rêves en commun. Martin, à 30 ans, il a
donc une société qui investit des centaines de millions en immobilier, en investissement clé en main. Il a 40 employés, il a fait le MIT, Harvard, ESTP, donc l'école de bâtiment, ingénieur de bâtiment, ESCP aussi, il a fait. Et moi, à côté, j'ai mon podcast, juste. Et Martin, il accepte de s'associer avec moi pour faire ce projet. On ne se connaît pas très bien, mais on se dit, pour apprendre à se connaître, on va s'envoyer des annonces sur Le Bon Coin, donc des domaines. Un des rêves qu'on partage, c'est du coup d'avoir un beau domaine à exploiter, soit en hôtellerie, soit en événementiel, séminaire, mariage, ce genre de choses. Et on fait des visites. Donc quasiment tous les week-ends, on part, on prend la voiture, on cherchait à moins de 2 heures de Paris, et on va vraiment explorer. Donc c'est là qu'on chausse nos bottes, d'où les bottes qui sont là. Et c'est littéralement de l'exploration qu'on fait. Parce que tu arrives sur des ruines de châteaux, des ruines de fermes, on a notre bâton littéralement et on défriche pour essayer de rentrer, comprendre les domaines. On fait gaffe à ne pas se prendre des poutres sur la tête. Et juste, c'est une révélation pour nous, parce qu'on a... en tout cas, moi, je ne peux pas parler pour lui. J'ai l'impression de reconnecter avec un truc d'enfance, quoi. Un truc où tu es en train d'explorer, de découvrir des choses, tu es en extérieur. Et c'est juste, on est là, à chaque fois qu'on fait une visite, on se dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça de ma vie, en fait. Vraiment d'aller explorer des lieux comme ça. Et à la différence des petits jeux de scène qu'on faisait quand on était enfant, là, quand on rentre dans la voiture pour faire le retour, on se fait un BP Express en 2 heures. Au doigt mouillé, ouais, bon, pour le plancher là, qui s'est effondré, ça doit être 100 000 euros. Ici, la toiture, il y a 1000 mètres carrés de toiture, ça doit être 500 000 euros. Et on fait nos calculs. À la fin, on arrive à Paris. L'objectif, c'est qu'on sache si on se positionne ou pas, ou si on laisse complètement tomber l'affaire. On fait 18 visites. On trouve une bâtisse sur laquelle on flash tous les deux, dans la Sarthe. Donc, c'est vers Sablé-sur-Sarthe, Le Mans, pour ceux qui connaissent. On est à 1h30 de Paris en transport. Il y a tous les critères qui sont validés. Ce n'est pas une conférence sur l'immobilier, mais s'il y en a que ça peut intéresser ce genre de projet, avec plaisir pour en discuter après. On avait loin des voisins, évidemment une grande place pour faire une réception assise d'au moins 150 personnes, énormément de critères qu'il fallait cocher. Il n'y avait aucun domaine qui cochait toutes ces cases avant ce bien-là. Donc là, on a terminé, on est rentré dans la voiture, on a fait notre BP, ça fonctionne, on est sur un projet autour de 2 millions d'euros. Le bien, il est affiché 829 000 euros. On y va, on fait une offre, on arrive à l'acheter 780 000 euros, alors que c'était très très tendu, il y avait plusieurs offres au prix, mais on présente notre histoire, etc. Le fait que ça ne soit pas pour une résidence principale, qu'on va rouvrir les portes de ce château, et on va du coup les convaincre de nous vendre ce château. Ils sont propriétaires depuis 400 ans, les propriétaires à qui on a acheté. C'est un château qui a 700, 800 ans à peu près, on n'a pas la date exacte. Donc c'est vraiment un château médiéval. Et là, j'ai vu un petit détail sur cette photo en faisant le montage hier. C'est que derrière, là, il y a le Crédit Agricole, qui est la première banque qui nous a refusé le prêt pour acheter ce château. Et c'est littéralement le Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe qu'on est allé voir. Et donc on démarre ce nouveau marathon bancaire. De nouveau, on chausse nos bottes, mais plus les mêmes bottes, un peu des bottes un peu plus stylées, avec nos petites chemises. Et on fait le tour des banques. Sauf que deux zinzins de 30 ans qui veulent acheter un château, ça fait un peu peur, même si on a des boîtes qui fonctionnent. Bon, en plus, on a eu la malchance qu'il y a un château qui crame quelques mois avant dans la région. Donc les banques, elles étaient toutes bien au courant. Et les assurances avaient payé des millions pour le refaire. Bon bref, c'était toujours une bonne histoire de timing. On décale la date de signature une première fois, parce que nous, on avait signé du coup avec les propriétaires, etc. On a signé on visite en avril, on signe en juin, et on demande une vente longue pour signer l'acte définitif en février, mais il est refusé chez le notaire. Quand on leur explique qu'on veut une vente longue, ils partent de la salle. Donc là, c'est les premières difficultés qui arrivent. Avant, c'était que du fun, on était avec notre bâton, on était contents. Là, on arrive sur du truc un peu dur, de la structuration juridique avec des avocats. Donc cette recherche de financement bancaire, les propriétaires qui ne veulent pas une vente longue. Donc on pose une date en septembre, qu'on arrive à décaler une fois en décembre. Et là, en décembre, on arrive début décembre, on n'a toujours pas le financement. Les propriétaires, ils ne veulent plus décaler.
On a engagé 20 000 € de frais, de comptable, d'avocat. Ça commence à sentir un peu mauvais. Et là, on se dit qu'il y a peut-être une carte à jouer, une carte que je n'ai pas jouée depuis 3 ans et demi avec mon podcast. Parce que depuis 3 ans et demi, moi, je n'ai rien vendu à mes auditeurs. Il s'avère que l'année dernière, chez Des Podcasts et des Thunes, le premier conseil que plusieurs personnes m'ont donné, c'était « lance une formation immobilier. Si tu lances une formation dans l'immobilier avec ta communauté, tu vas devenir millionnaire. » Et moi, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur ou ce truc de me dire « je suis peut-être pas… En fait, j'avais pas envie, je sais pas pourquoi. J'avais pas envie de lancer cette formation. Et là, je me dis, ok, j'ai un truc chouette à leur proposer. Ça fait 3 ans et demi qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent les invités. Ils n'ont jamais eu l'occasion de participer. On va leur proposer de participer. Donc, pour une plateforme de crowdfunding, même avec une plateforme de crowdfunding, il faut quand même un apport. On avait un peu d'argent, mais pas beaucoup. On n'est pas millionnaire. Donc, on commence par faire une levée avec les invités du podcast. Donc, à qui on va proposer une partie du capital de ce château. Donc, on libère 22% du capital de la société pour lever 551 000 € auprès de 33 investisseurs. Des gens de notre famille, des invités du podcast, Dorine, Thomas, que vous voyez ici, qui ont investi dans le château. Donc, des tickets entre 10 000 et 50 000 €. Et ça a été une révélation. Parce que j'ai repensé au petit gars d'école de commerce qui m'a dit « Your network is your net worth ». Et c'est la première fois que je comprends l'utilité du réseau. On m'a bassiné avec le réseau en école et je vous jure que je ne comprenais rien. Vraiment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas l'impression d'en avoir bénéficié avant. Et c'est là que je comprends que le réseau, ça a de l'intérêt. Donc, en une soirée à Paris, on lève 551 000 €. On avait même 1 400 000 de promesses. Donc, on a pu sélectionner les investisseurs qui venaient. On ne voulait pas libérer trop de capital, et on voulait garder une valorisation du projet qui soit fiable. La vérité, c'est que donc on a dû valoriser ce projet. On l'a valorisé 2 millions d'euros, la société. On aurait pu la valoriser 20 millions. Je pense que les gens, ils y allaient quand même parce qu'ils croyaient en nous. Ils voyaient de toute façon que j'avais mis ma mère, mon père, ma grand-mère dans le tour. Ils se sont dit, soit il est complètement taré, soit mais voilà. Donc du coup, ils nous ont cru. On a levé en capital. Et on a pu aller chercher un crowdfunding. Donc il nous manquait 690 000 € pour acheter et faire la première phase de travaux qui permettait d'exploiter le lieu. Donc là, on est parfaitement dans les temps. La signature, c'est la semaine prochaine. On n'a pas encore lancé le crowdfunding. Il y a vraiment un gros taf. C'est la semaine la plus difficile et la plus intense de ma vie. On en est tombé malade tous les deux avec Martin, alors qu'on est déjà des bons acharnés de travail, mais là, on était cramés. On contacte la presse, des influenceurs, tous les 33 investisseurs qu'on avait eus, qui nous aident aussi, qui communiquent sur leur réseau. On crée une grosse campagne pour faire beaucoup de bruit. Même des gens qui n'investissent pas, Mathieu qui est à côté, qui vend des posts LinkedIn à 5 000 €, il nous fait un post LinkedIn gratuit. Donc on a 0 € de marketing dépensé sur cette campagne. Et on finit par lever 690 000 € en 3 jours. Donc on démarre le mardi, on termine le vendredi, la signature est le mercredi après. Il y a 4 jours de rétractation. Donc c'est-à-dire qu'on est en fait à la seconde près, c'était mort après. On arrive même chez le notaire sans avoir les fonds, parce qu'il y a eu des temps de virement. Donc on arrive, grand smile, le notaire il nous dit si je me débrouille bien, je peux faire durer la vente 4 heures et ça devrait suffire pour que je reçoive les fonds. Et donc là, on a encore ce nœud dans le ventre avec Martin. On arrive à la signature, on a encore ce nœud dans le ventre. Et la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est notre sortie de chez le notaire, où on signe et on devient les heureux propriétaires de ce château. Donc, il y a 12 hectares, une rivière, un moulin en ruine, 3 bâtiments avec plus de 1500 mètres carrés habitables, des charpentes exceptionnelles. On a fait visiter un châtelain à côté. Il est venu, il a vu la charpente, il s'est mis à pleurer pour vous dire le niveau d'émotion que ça peut provoquer, ces vieilles pierres. Et finalement, tout ça, c'est grâce au podcast. C'est grâce aussi, évidemment, à des belles rencontres que j'ai faites sur le podcast. Il y a des amitiés qui se sont créées. Pour ceux qui ont déjà lancé le podcast, vous savez qu'il y a certains invités avec qui ça se passe très bien. D'autres,
souvent minoritaires et qui ça se passe pas très bien. Mais après, il y en a certains où il y a un truc un peu spécial qui se crée. Une petite poignée de gens où tu te dis « Ah, je pourrais faire un truc avec cette personne ». Et voilà, on a lancé ce projet. On démarre les travaux. Et tout ça, c'est grâce au petit pote qui m'avait dit « Your network is your net worth ». Ça a été très bon aussi. Ce château, il a permis de réactiver plein de choses. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des podcasts, qui ont fait plusieurs centaines d'épisodes. C'est hyper dur de garder le contact avec ces personnes-là. Faire un projet comme celui-ci où tu peux engager tes invités, ça te donne la bonne excuse pour renvoyer un message à cette personne et tu as quelque chose à lui proposer, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Moi, j'avais reçu des gens, toutes les personnes que j'avais envie de recevoir sur l'immobilier, je les avais reçues. Ça, c'est la grande magie du podcast, c'est quand tu te lances, il n'y a pas de... On ne voit pas combien d'écoutes tu fais, c'est pas comme sur YouTube. Donc, moi, vraiment, je me souviens de mon premier message de prospection que j'envoie à Christopher Wangen, qui est un peu le mec de YouTube d'immobilier. Et je lui dis « Hello, j'ai un podcast sur l'immobilier, ça s'appelle « Ça fait un bail ». Je prévois de faire 100 000 écoutes le mois prochain. Est-ce que tu veux venir sur mon podcast ?» Je ne suis pas encore à 100 000 écoutes aujourd'hui, après 3 ans et demi. Et au final, j'étais même pas dans le mensonge, hein, j'étais convaincu de moi que j'allais réussir à les faire. Et c'est vraiment cette magie du podcast de pas savoir. Il n'y a aucun moyen de savoir si ce podcast, maintenant avec les notes et avec quelques éléments sur Spotify, on peut commencer à savoir. Mais c'est vraiment la magie de ce podcast. Donc mon troisième invité, c'est le fondateur de Big Fernand, qui vient me parler de toute sa stratégie immobilière de ses restaurants. Après, je reçois Thibaut Elzière de eFounders, Yann Darwin, et, le fondateur de Morning Coworking. Sauf que tu n'oses jamais leur renvoyer un message en mode « Hello, j'espère que tu vas bien ». Là, bah écoute, j'ai une soirée à te proposer à Paris, il va y avoir une belle opportunité, on peut acheter un château ensemble, ça te dirait de venir. Là tu as une vraie raison de le faire venir, quoi. Donc moi, aujourd'hui, rien que les messages, les 100 messages que j'ai envoyés à ces invités, ça m'a permis de reconnecter avec mes invités, de générer du business à côté. Ce château, c'est une excuse pour rencontrer des gens incroyables. C'est une excuse pour avoir un positionnement, des trucs à dire, pour pouvoir venir en bot à un événement comme ça, parce que c'est fun. Et voilà, moi, après, je vais laisser de la place aux questions, mais posez-vous un peu cette question aujourd'hui, en sortant de cet événement, sur c'est quoi un peu le truc le plus fou que j'aimerais faire, le truc où je me dis, bah, c'est complètement impossible, je me permets même pas d'imaginer ce truc-là. Et vraiment, trouvez ce truc-là, et dites-vous que si vous êtes régulier sur votre podcast, que vous développez des bonnes relations avec vos invités, que vous montez une communauté qui croit en vous, parce que voilà, tout ce projet, vous imaginez bien que je l'ai documenté sur le podcast, les visites, j'en parlais, et ils avaient vraiment le sentiment de faire déjà partie de ce projet. Bah, dites-vous que c'est possible, qu'il faut justement chausser ses bottes, partir à l'aventure, et que vous pourrez réussir tous les projets, qu'il n'y a pas de rêve trop grand pour des podcasteurs réguliers, engagés, et qui font du bon taf, comme beaucoup d'entre vous. Voilà, je suis très inspiré par Mathieu, par les gens qui font fait passer sur son podcast, les gens qui font les choses par eux-mêmes. Podcast Crush que j'ai découvert récemment, les gens qui font le premier pas aussi. Je trouve ça hyper inspirant. Donc voilà, chaussez vos bottes et c'est parti. J'ai oublié un tout petit point pour boucler la boucle. C'est le château où a été tourné L'Homme au masque de fer en 1998. Peut-être que vous connaissez ce film avec Leonardo DiCaprio, avec Gérard Depardieu, avec John Malkovich. Et ils ont tourné la majorité des scènes dans ce château. Et du coup, bah, l'idée, c'est de documenter tout ce projet. On lance une page Instagram qui s'appelle Château Story, où on va documenter comment on fait revenir Leonardo DiCaprio dans la Sarthe. Donc, premièrement, acheter un château. Deuxièmement, le rénover et en faire le lieu le plus incroyable de France. Et troisièmement, organiser une grosse teuf et faire venir Léo. Donc voilà comment on va faire. C'est ça le projet.